Bon, ben, rebonjour à tous. Désolée, on a été coupé, mais ça va se relancer. Je vois que tout le monde se reconnecte. Tout va bien. Oui, c'est bon. C'est bon? On est revenus tous? Ouais, on est revenu. Attends, on est en train de. Ça arrive doucement. Là, on va attendre. Ça risque pas de recouper. Ben oui, dans 40 minutes. Mais écoutez, sinon, on va faire comme ça. Notre proviseur m'avait promis d'acheter du Zoom, mais voilà, je l'ai pas fait pour les portes ouvertes. Donc, pensez bien à couper vos micros quand vous arrivez. Et puis, je pense qu'on va pouvoir reprendre la conversation puisque on aurait atteint à peu près le Bien final. sûr, c'est ça le problème. Alors, j'ai pas noté combien on était. Mince. Je crois qu'on était une quarantaine, mais bon, 41, d'accord. On va attendre alors que les gens reviennent. On attend qu'il y en ait une quarantaine, ouais, pour Oui, reprendre. oui, pour reprendre. On a perdu Fabienne dans le. Bon, du coup, c'est en train de se charger, hein. J'ai bien enregistré la première partie. Ça sera en plusieurs parties, mais C'est pas grave. ça l'a pas fait ce matin. Ça a duré, je sais plus combien, une heure et demie ou je sais pas, avec les premières années. Mais... oui, vous pouvez reposer peut-être les questions sur le chat parce que par contre, on n'a pas la lisibilité. Si on n'avait Ah pas oui, de répondu lancer à un vos truc. questions, de ne pas hésiter de. Voilà. Peut-être en attendant, je vais remettre le diaporama Ouais. pour voilà. Il y a une Pour, question sur Erasmus là dans le chat. ouais. Mais il n'y en a plus d'Erasmus. Je crois qu'il y a. Alors si ça va être remis en Ça va place là. revenir. Mais ça va revenir, ouais. Mais c'est vrai que là cette année, il y a enfin, ces dernières années, ça ne s'est pas fait, mais je sais que c'est Agnès, la prof d'anglais, qui va remonter un peu du parcours, j'allais dire Parcoursup, de l'Erasmus. Donc, je remonte juste la plaquette que vous pourrez retrouver sur le site du lycée avec les objectifs d'un DNMAD qui sont communs en fait à tous les DNMAD, des photos de projets d'étudiants, de maquettes. Il y a quelqu'un qui devrait couper son micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend beaucoup de bruit en arrière-fond. D'accord, attendez, je pense que je peux le faire Je moi. pense que vous pouvez couper Oui, tous oui, les tout à fait. micros. Oui, je vais le faire. Alors, c'est parti. C'est coupé, c'est coupé, c'est coupé. Là, non, c'est coupé aussi. Moi, j'en vois pas d'ouvert, là, ici. C'est mieux comme ça? Là, normalement, il n'y a plus de micro ouvert. Taxi, là. Tac. Là, c'est bon normalement. Oui, ça marche bien là, merci. Super. Bon, alors, juste pour terminer sur la plaquette, et après, je te redonnerai la parole, Olivier, sur la question sur laquelle tu t'intervenais. Donc ici, ce qu'on a vu, c'est les différents enseignements. Les attendus, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer à propos de ce que vous pouvez mettre dans votre livre de motivation ou justement, voilà, je voyais une question qui passait sur c'est quoi les attendus. Donc s'intéresser au domaine de la création dans leur diversité afin de nourrir sa curiosité et son sens de l'imagination. Donc au domaine du design d'espace plus particulièrement. Disposer d'un esprit de synthèse, anticipation utile à la démarche de projet, posséder des compétences en matière d'expression écrite et orale en français et en anglais, démontrer une appétence pour les techniques de création traditionnelles et numériques, ainsi que des savoir-faire et des modes de fabrication. Faire preuve de capacité d'organisation, d'autonomie et de travail en équipe. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi exprimer dans votre projet motivé, mais c'est aussi des choses qu'on regarde dans les appréciations des bulletins, dans la fiche à venir, dans les appréciations générales des conseils de classe. Ça nous permet aussi de voir si certaines de ces aptitudes sont identifiées par les enseignants. Donc là, ensuite, il y a des photos des projets d'étudiants, notamment celle-là qui est intéressante où on voit que c'est à la fois un travail de maquette et avec les outils numériques, de 3D. Et pour revenir aussi, parce qu'il y avait des questions, notamment ce matin, qui revenaient sur la spécificité du DNMAT de Cournon.
Là, vous avez tout un texte, on ne va pas revenir forcément dessus, sauf si vraiment c'est pas clair, mais vous avez tout un texte qui explique la mention espace in situ, qui est la majeure du diplôme, et la mineure patrimoine et matériaux, dont vous parlez Fabienne tout à l'heure, sur la spécialisation progressive des projets en 2e et en 3e année. Donc effectivement, le fait que par le terme in situ, il y a vraiment cette idée que on s'ancre dans un territoire, on réfléchit vraiment au site dans lequel on s'inscrit, avec effectivement l'aspect patrimonial, si c'est un projet de réhabilitation. Voilà, ça explique tous les types de projets qu'on aborde et les débouchés professionnels ou les poursuites d'études. Mais bon, on va le redire aussi à l'oral, hein, mais voilà, et là, c'est encore des projets. Et là, c'est un dernier point sur voilà, la situation géographique du diplôme, qui est proche de Clermont-Ferrand, situé en Auvergne, et que le patrimoine aussi naturel du Puy-de-Dôme. Donc voilà, ça explique un petit peu les différents festivals qui ont lieu aussi sur le territoire. Peut-être je te laisse la parole, Olivier, sur le point que tu étais en train d'évoquer. Je ne Oui, me souviens plus ce que c'était. oui. Alors c'était par rapport aux débouchés, et j'ai vu une autre personne qui a dit que c'était compliqué de cerner les aptitudes demandées par rapport à l'art, enfin, je pense entre guillemets, qui est assez subjectif. Mais en fait, les débouchés, c'est pas comme une profession où quand on dit un médecin, on a des spécialités et on sort et on a des postes à attraper, entre guillemets, ou quand on est dans une école d'administration. Et on est dans les professions artistiques. En effet, ça peut paraître, peut y avoir des contours un petit peu flous. Pour autant, vous constituez vous-même votre propre profil, et les débouchés, ils seront issus de vous et de vos opportunités. C'est surtout une histoire d'opportunités et d'opportunités que vous pouvez déclencher. Et donc, les métiers, ils peuvent être finalement assez différents. Vous pouvez être indépendant, vous pouvez travailler au sein d'une agence, vous pouvez travailler au sein d'une administration qui s'occupe de patrimoine et d'architecture. Voilà. Mais j'ai pas besoin de voir où je vais là. D'ailleurs, on va au Danemark, on va. Ok. J'ai coupé, c'est bon. Ok. Oui, c'est ça, les débouchés. Je veux dire, si vous cherchez les débouchés, allez dans le BTP tout de suite, parce que c'est là qu'il y a du débouché. Je veux dire, notre monde est fait d'aléas en fonction de la situation géographique dans laquelle vous êtes, et il n'y a pas de règles toutes tracées sur le débouché. C'est votre profil et vous qui trouverez votre place à travers, je vais dire la jungle, mais pas au sens péjoratif. La jungle, c'est-à-dire que vous trouverez votre place à travers les différentes… C'est pas fini, Gwen? Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Tiens, on a retrouvé Fabienne, super. J'ai eu un souci de déconnexion. Je sais pas, Ben, non oui, on s'est tous déconnectés. Il y a un temps limité, c'est pour ça. Donc, effectivement, je vois une intervention de Maëva qui dit qu'il faut être curieux et s'intéresser à tout. Voilà, c'est exactement ça qu'on cherche. C'est des gens qui sont… Alors, nous, on va aussi être intéressés par votre démarche vis-à-vis du DNMAD de Cournon. Quand je vous disais que dans les candidatures, on est conscient qu'il y a beaucoup de gens qui intègrent, voilà, qui postulent dans tous les DNMAD pour être forcément pris en dizaine d'espace sans forcément se renseigner sur la spécialité de chaque DNMAD. Donc, effectivement, le fait que vous participiez à ces visioconférences lors des portes ouvertes en virtuel, le fait que vous suiviez notre compte Instagram, que vous ayez vu des projets, que vous ayez pu participer aux portes ouvertes. Alors, habituellement, c'est le fait de venir aux portes ouvertes et d'en parler dans la lettre de motivation. C'est quelque chose qu'on valorise. Mais là, du coup, vu que ça a lieu en virtuel, il y a vraiment l'idée aussi d'évoquer dans votre lettre de motivation votre participation à ces temps d'échange et l'intérêt particulier que vous portez à ce DNMAD-là. C'est aussi des choses qui nous permettent de départager des candidatures qui seraient plutôt voilà, qui seraient vers tous les DNMAD sans les différencier.
Alors, j'ai vu passer une question, organisez-vous des sorties culturelles? Oui, on a, alors avec les premières et deuxième années ou même avec les cinémas d'animation, donc ça dépend un petit peu des projets. On organise pas mal de sorties en extérieur. On va visiter. Donc là, je vais vous parler pareil, hein, en temps normal, mais ça a eu lieu, hein, en septembre. On n'a pas arrêté. Du coup, on a fait plein de choses parce qu'on avait vraiment envie de faire plein de choses culturelles. Donc, on participe à des festivals qui ont lieu sur Clermont-Ferrand. Il y a un festival international du textile extraordinaire. Il y a un festival de court-métrage. On va voir des expositions au FRAC. On va voir des expositions dans des musées. On fait aussi des sorties. L'année dernière, on a fait une sortie à Lyon. On est allé voir deux musées sur une journée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on organise assez régulièrement sur l'établissement, que ce soit au niveau local, mais aussi en allant un petit peu plus loin dans la région. Et certains projets aussi s'appuient là-dessus, voilà, le point de départ est lié à une sortie culturelle pour développer un projet, que ce soit un projet d'expression plastique ou un projet de démarche créative. Euh, Alors, pour pouvoir créer sa propre entreprise, il faut faire obligatoirement un DSA et après un DNMAD, on peut seulement travailler dans une entreprise. Alors ça, c'est assez différent en fonction des profils d'élèves, en fait, enfin, des étudiants. On a des étudiants qui font de la poursuite d'études, qui souhaitent un peu se spécialiser, que ce soit en DSA, ce qui est un peu la poursuite d'études classiques après un DNMAD, ou en intégrant des écoles d'architecture. Mais si on s'appuie, alors le DNMAD, le problème, c'est que c'est une formation c'est une réforme, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de DNMAD qui seront sur le marché du travail. Mais il y en aura à partir de l'année prochaine. Donc c'est un peu difficile d'avoir ce recul-là. Par contre, on peut s'appuyer sur l'expérience des BTS, de la poursuite, voilà, de l'entrée dans le travail après un BTS ou de la poursuite d'études. Et c'était quelque chose qui arrivait dans les deux sens. On avait des élèves qui intégraient des agences ou qui, après un BTS, qui étaient capables de trouver un travail après un BTS. Je sais que certains lançaient leur entreprise, mais je ne sais pas, Olivier, Fabienne, peut-être que vous pourrez plus en parler. Moi, je peux témoigner parce que j'ai créé une entreprise en sortant du DSA. Ah oui. Et que ce soit après le DBTS à mon époque ou après le DSA, ça reste une aventure, partir en indépendant. Une aventure risquée dans tous les sens, avec des hauts et des bas. Donc, je dirais qu'en sortant du DSA, on est plus autonome parce qu'on est plus en capacité de gérer les projets dans leur globalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en sortant du DNMAD maintenant, on n'a pas certaines compétences qui peuvent être appliquées. Je pense que c'est un peu difficile dans les deux cas, hein, que ce soit après le DNMAD ou dans le DSA, de se lancer et de réussir sans avoir eu une petite expérience dans le milieu professionnel. Parce que ça… même, j'aurais envie de dire, plusieurs petites expériences dans plusieurs milieux professionnels différents parce que, en effet, une agence où il y a 50 personnes dans une grande ville ou un petit bureau où il y a 3 personnes dans une ville moyenne, ou un artisan, ou un architecte qui va travailler tout seul dans une zone rurale, ça peut être des profils très différents qui nécessitent des besoins très différents et donc une autonomie très différente du nouvel employé, par exemple. Donc, c'est vrai que si, quand vous sortez du DNMAD, vous êtes tout à fait, à mon avis, en mesure de trouver des emplois dans des agences où vous serez peut-être moins autonome que quelqu'un qui sort d'un DSA, mais où vous serez tout à fait capable de participer aux étapes de conception, puisque des agences ont aussi besoin de gens qui apprennent un peu sur le tas en fonction de l'agence, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les profils d'agence, parce que je dirais qu'il y a autant de profils de métiers qu'il y a d'agences. Et donc, oui, c'est pas, il n'y a pas de règle établie sur ça. Oui, je suis assez d'accord avec Olivier, c'est-à-dire que déjà, c'est très variable en fonction des étudiants. Il y en a qui, je me souviens, certains étudiants de BTS qui étaient
très désireux de rentrer après le BTS dans le monde du travail. Donc, ils ne voulaient pas poursuivre d'études. Bon, on n'a pas forcément eu des retours sur tous les étudiants, mais certains, je sais, voilà, ont réussi à trouver du travail après le BTS. C'est bien parce que je pense aussi que ça permet d'avoir, avant de s'installer vraiment à son compte, certaines expériences de vie, voilà, de collaboration, comme disait Olivier, à différentes échelles. Donc ça, moi, je pense que ça peut être assez enrichissant. Parce que c'est pas évident de se retrouver seul voilà, dans son atelier, enfin voilà, je pense que c'est bien d'avoir justement quelques années de formation auprès voilà, de différents cadres professionnels. Et puis, il y en a d'autres étudiants qui ressentent le besoin de continuer leurs études pour approfondir voilà, des notions. Alors, on avait des étudiants de BTS, certains qui ont réussi à trouver des passerelles vers l'école d'architecture, par exemple. Voilà, entre autres, et puis d'autres qui sont partis vers d'autres cursus. Mais du coup, voilà, c'est assez varié. Je dirais un truc en plus par rapport au chat, où beaucoup parlent justement de la suite du DNMAD. Le DNMAD, c'est déjà 3 ans. Vu les âges des étudiants, c'est beaucoup 3 ans. Et vous avez le temps de gagner en énormément de maturité. Donc, arrêtez de vous creuser la tête à savoir ce que vous ferez après. Vous allez pouvoir changer et vous connaître et connaître ce que vous voulez vraiment faire à travers ces 3 ans. Donc, se poser la question de continuer les études, arrêter, aller travailler ou changer de domaine, on peut tellement se conforter ou changer d'avis en 3 ans qu'il ne faut pas se dire tout de suite je veux tracer cette ligne droite jusqu'au au diplôme parfait du DSA qui va d'ailleurs rien vous garantir, puisqu'il n'y a pas de garantie de réussite dans la vie parce qu'on a un diplôme. Vous construisez votre personnalité, votre profil à travers les diplômes, mais c'est tout. Après, ce qu'on peut préciser, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose. Enfin, l'équipe pédagogique est là aussi pour accompagner les étudiants au fil du cursus du DNMAD sur cette question de l'orientation ou de la projection dans le monde du travail et cette idée de se lancer tout de suite dans le milieu professionnel. Donc, le projet de troisième année, le projet qui est lié au diplôme, va peut-être s'orienter d'une certaine manière ou d'une autre en fonction des projets de la suite des étudiants. Généralement, on les encourage donc à participer aux portes ouvertes dès la deuxième année pour pouvoir aller voir ce qui se fait en poursuite d'études dans les écoles d'architecture, dans les DSA, dans les différents cursus possibles après le DNMAD. Donc effectivement, c'est quelque chose qui va mûrir au fur et à mesure de la formation. C'est normal de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire après un DNMAD parce qu'on intègre une formation en imaginant ce qu'on peut faire par la suite. Mais il faut savoir que c'est aussi le privilège de ce type de formation. Je vous rappelle qu'il n'y a que 15. Alors, c'est stressant pour l'intégrer, mais le fait qu'il n'y ait que 15 étudiants par promo, nous, on est une équipe on est 5 enseignants, 6 avec Julie. Voilà. Et Antonio, c'est ça? Je ne me trompe pas, j'oublie personne. Donc, on est assez nombreux pour avoir une certaine disponibilité vis-à-vis des étudiants quand ils se posent ces questions-là, pour les accompagner. Il y a des cours aussi de professionnalisation qui sont dédiés à ces questions-là, où on rencontre, on fait venir des professionnels qui présentent leur parcours, qui expliquent la façon dont ils travaillent. Donc, c'est voilà, cette idée que à travers les stages aussi, hein, on se rend compte de certaines choses. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement mûrir et être accompagné par l'équipe pédagogique au fur et à mesure du diplôme. Ah oui, je vois quelqu'un, Laureline, qui dit « Être dans le DNMAD permet de savoir ce que l'on voudra faire plus tard, je pense. » Je confirme. Quelles sont les matières professionnelles enseignées? Donc, dans les matières professionnelles, il y a des heures d'atelier de création, donc c'est vraiment la démarche de projet, avec des projets variés. En première année, c'est des choses assez ouvertes où l'idée, c'est plutôt d'acquérir les méthodologies de travail, donc la phase d'analyse, la phase de recherche et la mise au point avec les aspects techniques et la question de voilà, la réalisation du projet.
En deuxième année et en troisième année, ça se spécialise plus vers les mineurs du diplôme qui est lié à la notion du patrimoine, donc toute la question de la reconversion, de la réhabilitation qui sont liées un peu à la coloration de ce diplôme. Et ensuite, en troisième année, les étudiants choisissent un sujet de projet de diplôme, donc qui vont aussi leur donner leur spécificité propre en termes de profil. Il y a aussi des cours de technologie. Je ne sais pas si c'est dans les matières professionnelles, mais on peut l'intégrer. Enfin, il y a des cours de technologie qui abordent, peut-être que Olivier, tu peux en parler plus précisément que moi. Alors pour la technologie, moi je m'occupe des premières années pour la technologie et je me présente tous les ans de la même façon, c'est-à-dire que je ne suis pas un architecte, moi, je suis un designer de formation. Et je n'ai pas forcément une approche extrêmement précise de chacune des techniques, mais j'essaye d'aborder les grandes notions qui nous permettent d'aborder le bâtiment, la construction, les matériaux, mais il y a des choses dans mon cours qui vont recroiser certaines choses qui auront pu être vues en histoire de l'art, en histoire de l'architecture, certaines choses qui vont peut-être parler aux mathématiques et aux physiques. Il y a des choses qui vont parler au projet aussi, puisque je demande de la représentation technique de certains éléments. Et durant la première année, on fait un espèce de panorama large de la construction et des différentes techniques et des différents matériaux qu'on pourrait aborder. Voilà, une approche de curiosité et variée et un peu participative d'ailleurs avec les étudiants sur ça. Je pense qu'Antonio, en deuxième année, lui aborde plus des études de cas plus précises et fait des visites de Des chantier. projets. Voilà, Ouais. des projets, des visites de chantier. Voilà. Alors, Il peut s'attaquer à des cas concrets. Voilà, cette année, ça a été difficile à faire au vu de la situation, mais l'idée, c'est ça. Effectivement, c'est qu'en deuxième année, avec les étudiants, on peut aller visiter des chantiers. Et puis aussi, peut-être, donc en continuité avec donc, ce que Olivier fait en première année, de revenir peut-être plus spécifiquement sur certaines techniques, sur voilà, certains matériaux, et de voir le détail d'architecture. C'est-à-dire que par rapport au projet qu'on fait en parallèle en atelier, avec les enseignants, on développe des détails techniques, donc en lien avec le projet de chacun. Et donc, on va les détailler un petit peu plus en technologie. Et ça permet de faire le lien aussi avec l'atelier de projet. Et juste pour compléter, il y a les cours de technique et savoir-faire et de communication et médiation du projet qui, elles, sont plutôt liées à tous les modes conventionnels de représentation, enfin l'apprentissage des modes conventionnels de représentation du projet de design d'espace. Donc, connaître et maîtriser les codes du dessin technique, donc le plan, la coupe, l'élévation, l'axonométrie, la perspective, l'éclaté, les différents types de perspectives. Donc tout ça aussi, c'est quelque chose, il y a des cours dédiés à ça en première année. Et il y a l'idée aussi que c'est continuellement abordé ensuite au sein du projet pour donner à voir le projet et le rendre lisible à travers les moyens de représentation liés à l'architecture. Je reviens sur ça justement, quand je parlais de connexion entre les différents cours, ça, c'est autant voilà, quand il y a des cours de représentation, ils pourraient être utilisés en projet, mais moi je vais demander en technologie de représenter, de savoir manipuler les notions techniques et de pouvoir les représenter avec des outils. Donc on se réapproprie une technique pour parler d'un truc un peu plus précis ailleurs. Voilà. Oui, c'est transversal, effectivement. Je voulais rajouter une chose aussi, j'y ai pensé par rapport au fait de développer sa curiosité. On a parlé en effet de faire des sorties, des musées, de faire des expérimentations.
Moi, j'encourage beaucoup, bon, on est dans une ère numérique, hein, s'abonner à des pages Facebook, Instagram, c'est très bien, mais YouTube aussi est une ressource énorme quand on s'intéresse au patrimoine, à la restauration, parce que même des vidéos qui paraissent anodines de gens qui retapent des maisons dans des coins, on peut apprendre plein de techniques et d'avoir une curiosité, même si vous n'êtes pas amené à devenir ébéniste ou maçon ou muralier, vous allez, vous avez tout intérêt à vous intéresser aux différents corps de métier qui touchent aux matériaux et aux différentes techniques du patrimoine. Je voulais répondre à des questions qui sont sur le chat et puis ensuite je donnerai la parole à Antoine qui lève la main pour poser une question, je pense. Il y avait la question, est-ce que vous travaillez sur des projets fictifs, réels ou les deux? Mais effectivement, il y a les deux. Parfois, ce sont des projets un peu fictifs où on construit une demande avec un commanditaire fictif et on imagine un prétexte à un projet pour le proposer aux étudiants. Mais effectivement, la plupart du temps, et on essaie de plus souvent possible de faire en sorte qu'il y ait un commanditaire réel. Donc, par exemple, actuellement, donc les premières années travaillent sur l'aménagement des espaces locaux, enfin, dans les locaux du bâtiment des NMAD dans lequel ils sont. Il y a des espaces collectifs qui ne sont pas vraiment aménagés actuellement, pas du tout, je dirais même plus. Donc, du coup, on les a fait se questionner sur ces aménagements en fonction des besoins des étudiants et de l'équipe pédagogique. Et c'est vraiment quelque chose qui a été formulé par le proviseur, qui est le commanditaire. Ça va être réalisé en interne par les agents du lycée. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est un projet qui va être réalisé voilà, qui sera réalisé avec les étudiants dans le cadre d'un workshop. Donc, il y a cette idée que ça soit quelque chose de réel et qui va peut-être être réalisé, ce qui est assez rare en design d'espace parce que c'est difficile d'aller jusqu'à la réalisation. Mais voilà, on essaye peut-être de le faire à certains moments à des échelles qui sont possibles. Et ensuite, en deuxième année, ils ont travaillé en ce début d'année avec le musée régional d'Auvergne à Rion, qui leur a fait une demande voilà, particulière, alors qui était liée aussi à la visite. Ils sont allés sur place pour faire un relevé et le réaménagement d'une cour, de la cour du musée. Donc là aussi, avec une demande réelle, un commanditaire, un interlocuteur et un relevé sur place en lien avec un lieu existant. Voilà. Donc, faut aussi, au niveau de la modalité des projets aussi, ça, c'est les étudiants l'ont peut-être dit ce matin, mais ils travaillent parfois seuls, parfois en groupe, un groupe de 2, de 3. Et ça arrive aussi, alors c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas beaucoup mis en place pour l'instant, mais qui va se faire d'ici la fin de l'année, qui était aussi demandé par les étudiants de faire des projets entre les premières et les deuxièmes années. Mais là, c'est des problèmes de compatibilité d'emploi du temps, de réussir à planifier des choses entre eux. J'ai aussi vu la question sur les cours de photographie. Après, je laisserai la parole à Antoine qui lève la main depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des cours de photographie? Alors, il n'y a pas forcément des cours de photographie intégrés au cursus. Par contre, c'est quelque chose qui est abordé dans différents cours, notamment en infographie avec Monsieur Martin. Et l'année dernière, par exemple, on a fait des workshops en fin d'année, après le confinement, où on a proposé aux étudiants de revenir au lycée, mais sous un format un peu différent, et où justement on a fait un workshop photographie où une intervenante, une professionnelle photographe qui est venue, qui leur a expliqué un peu, enfin, on a travaillé la photo avec elle, et elle leur a un peu transmis des choses aussi. Donc ça peut être aussi envisagé sur un projet de faire venir des intervenants professionnels qui transmettent un petit peu ce savoir-faire. Et après, ça dépend vraiment des élèves, c'est-à-dire qu'il y en a voilà, qui s'intéressent à cette pratique-là et qui l'approfondissent avec un accompagnement des enseignants. De toute façon, moi, j'aborde les bases hein, sur la Oui, photo, étant oui, donné que j'ai pratiqué la photo. oui. Bon, je ne sais pas si ça dit encore. Il paraît qu'il y a des gens à qui ça dit que ils connaissent même pas la pellicule photo. Ah Moi, bah oui, Estelle en deuxième année. Elle je savait pas ce que pratique, c'était. j'ai pratiqué et je pratique encore de temps en temps la photographie argentique, c'est-à-dire pas numérique, pas avec des petits fichiers. En fait, la technique de base est similaire. Et moi, j'ai un cours que je propose en début de première année pour appréhender voilà, la technique et la physique de la photographie, Mm. pour comprendre comment ça fonctionne et comment pouvoir utiliser les appareils qu'on a à nous. Alors, on n'a pas de matériel énorme, mais c'est un matériel tout à fait performant.
et qui peut nous aider dans l'application de notre métier, c'est-à-dire soit faire du reportage photo quand on est en déplacement, soit faire de la photographie de maquettes ou de travaux qu'on a besoin, ou de personnages, ou de choses comme ça. Oui, et donc l'autre workshop qu'on avait fait l'année dernière, c'était avec une danseuse donc, qui est venue faire un travail de danse pour réfléchir au rapport du corps à l'espace et un travail d'aménagement, de scénographie avec avec les étudiants. Donc voilà, il y a sûrement cette idée que voilà, c'est possible aussi dans certains projets de faire intervenir des professionnels avec voilà, pour transmettre des spécificités professionnelles. Alors, il nous reste 10 minutes, donc si ça se recoupe, on pourra relancer, mais après, peut-être qu'on va avoir abordé un peu fait le tour. Je laisse la parole à Antoine, peut-être qu'il voulait intervenir. Oui, alors ce serait une question par rapport en infographie encore, c'est encore sur le thème de l'infographie. Ce matin, on avait parlé d'utilisation de logiciels comme InDesign, Photoshop ou encore Illustrator. Ces logiciels-là, pour la plupart d'entre nous, on les connaît pas, et donc il va falloir nous former sûrement dessus. Donc ce serait pour savoir combien de temps ça prendrait environ une formation sur un logiciel en moyenne. Toute une vie. Est-ce- Non, mais il n'y a pas de. Moi, La prise en main. La prise en main basique. Mais voilà, la prise en main, ça dépend des étudiants. Ça dépend des étudiants. Il y a des gens avec qui je vais avancer très très vite. Et il y a des étudiants avec qui il va falloir passer plus de temps. Et moi, je sollicite beaucoup l'entraide de tout le groupe classe pour qu'on puisse avancer. Puisque quand il s'agit de s'attarder sur une personne qui a des difficultés, le reste du groupe n'avance pas forcément à la même vitesse. Et donc, si tout le monde peut s'entraider, on avance tous beaucoup plus vite. Donc, la première année, en effet, est bien axée sur l'apprentissage des bases des logiciels. Pas la 3D pour l'instant, c'est-à-dire qu'on abordera peut-être un peu SketchUp là, en fin de première année de cette année. Mais en gros, on aborde les logiciels de mise en page, de traitement d'images et d'images vectorielles, que ce soit dans la suite Adobe ou dans la suite dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui sont tout à fait transposables, je précise, parce que moi j'ai toujours appris sur la suite Adobe et j'ai mis très peu de temps à me faire à l'autre suite. C'est juste qu'elle est beaucoup plus abordable pour les étudiants et commence à être utilisée grandement par beaucoup de professionnels qui non plus ne veulent plus payer l'abonnement Adobe. Et bah, ça dépend sur quel exercice. Moi, je peux passer 2 ou 3 séances de 4 heures sur Photoshop et après passer sur un autre logiciel, revenir sur Photoshop pour d'autres problématiques. Et en fait, il n'y a pas de, comment dire, d'étapes. J'ai passé les bases. C'est-à-dire que vous aurez les bases qui seront nécessaires à l'avancement de votre projet. Moi, ce que je précise, c'est que dans la deuxième année, comme on a tous conscience qu'on peut être plus ou moins à l'aise avec les outils numériques ou avoir une sensibilité différente, chaque étudiant peut s'exprimer davantage comme il le souhaite avec les outils numériques. C'est-à-dire qu'un étudiant qui va se sentir très à l'aise va faire beaucoup de choses par lui-même et à travers les outils de 3D ou des choses comme ça, et d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise dans les outils graphiques traditionnels. On est obligé de passer par le numérique dans le monde où on est, ne serait-ce que pour la transmission des informations, mais aussi pour la qualité qu'on ne peut pas enlever à la finalité d'un projet. C'est-à-dire que même si quelqu'un qui travaille à la main, on ne fait plus des planches de projet d'architecture comme on les faisait au 19e siècle. Donc, même si on fait des très belles visualisations à la main, il y a forcément un moment où on passe par le numérique pour mettre en page, améliorer un petit peu certains éléments de l'image. Mais moi, j'encourage une certaine forme de mixité des pratiques, mais surtout une appropriation par chaque étudiant des outils qui sont à sa disposition.
Oui, puis moi, je Très voulais bien. préciser Ouais. qu'au niveau des logiciels aussi, il y a la pratique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la pratique pendant les études, le fait de ne pas c'est ce que disaient les deuxièmes années d'ailleurs ce matin, ne pas se contenter des heures de cours d'infographie pour apprendre les logiciels, parce qu'en fait, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer au sein des projets de façon personnelle pour progresser dans l'apprentissage des outils numériques. C'est quelque chose qu'on peut diversifier. On peut donner pour tout, hein. C'est aussi, il faut pratiquer le dessin pour progresser. Il y a pas de, voilà, de choses qui tombent du ciel. C'est comme le sport, hein, ça se pratique pour progresser. Et moi, je donne souvent aux étudiants une expérience personnelle où moi, quand j'ai commencé à travailler en agence, on m'a demandé est-ce que tu sais utiliser InDesign? J'ai dit oui, oui, j'avais eu des cours et voilà, je connaissais les bases, mais je ne maîtrisais pas plus que ça. Et ils m'ont mis sur le fait de refaire leur book, le book de l'agence. J'ai passé une semaine à passer ma journée sur InDesign. Je reviens à ce que disaient certaines personnes sur le chat. Dès que j'étais bloquée, ben, je regardais, je demandais à Google qui me trouvait une vidéo qui m'expliquait comment faire. Et puis au bout d'une semaine, oui, je savais utiliser InDesign. Donc en fait, c'est parce que j'avais passé la semaine à le faire, quoi. Donc enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a les formations qui vont vous apporter des bases, mais clairement, c'est la pratique et le moment où vous vous confronterez à l'utilisation de ces logiciels qui va aussi vous faire progresser et maîtriser ces outils. C'est sûr qu'il faut laisser beaucoup de place à l'auto-formation dans les outils numériques Oui, parce que ces outils numériques évoluent assez vite quand oui, même, il faut savoir, oui, ouais. voilà, même s'il y a Mmh. quand même globalement des bases qui restent, il y a toujours des nouvelles versions et des nouvelles fonctionnalités. Et il n'y a rien de mieux que de gratter un petit peu par soi-même. Surtout, en fait, les logiciels tels qu'ils sont faits maintenant sont très vastes. C'est pour ça que je dis, moi, que je continue d'apprendre Photoshop. Et qu'en fait, vous faites les choses en fonction des besoins ou des buts que vous vous êtes fixés pour un projet ou pour une image. Donc, quand vous savez ce que vous voulez faire, eh ben, vous cherchez la solution. Et il y a Oui. une communauté mondiale qui nous aide Ouais. à trouver les solutions dans les logiciels. Alors, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Je ne sais pas s'il y a encore des questions et si vous souhaitez qu'on relance la visioconférence ou si on a à peu près fait le tour des choses qui vous interrogeaient. Je vais peut-être laisser vous dire sur le chat. Donc, je vois non, c'est bon. Une question sur où est-ce qu'on peut apprendre les logiciels? Eh ben, YouTube. Encore Oui, une oui. fois, Ah, bah, c'est moi, sûr. il y a beaucoup de tutoriels qui sont sur YouTube. Pour Blender, je me suis appuyé sur une personne, bon, un anglophone, donc un Australien que les étudiants, certains ont eu un peu de mal à suivre, mais l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut ralentir la vitesse des vidéos quand on a du mal à comprendre, mais on peut relire la vidéo autant de fois que c'est nécessaire pour la comprendre, mais YouTube, c'est une source intarissable d'informations pour apprendre quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, Bon, je pense vous qu'on ne savez va. pas faire un logiciel, il y en a qui sont plus ou moins bien faits, mais on trouve les informations. Voilà, je vois des messages qui disent que ça répondait à leurs questions, que tout était clair. Voilà. Alors non, il n'y a pas d'internat. Une question sur l'internat. Non, non, vous verrez que les étudiants y ont répondu ce matin. Pas d'internat au lycée parce que c'est des places qui sont réservées aux lycéens. Mais il y a la possibilité de trouver des logements à Cournon ou à Clermont. Je vous remercie pour votre participation. Ce lien, cette visio sera diffusée aussi pour pouvoir la réécouter. A priori sur la page YouTube plutôt, parce que Instagram, j'arrive pas trop à voir comment le faire. Bon courage à vous pour toute cette étape sur Parcoursup qui est, on le sait, très stressante, mais nous, on a hâte aussi d'aller à la rencontre des candidats et de la future promo de l'année prochaine. On espère qu'il y aura des gens qui étaient parmi vous aujourd'hui, qu'on verra en vrai l'année prochaine, en septembre.